bonjour, ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Vie, la mer. Et je suis ravie avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour Nathalie. Ça va? Oui, très bien, et toi? Bon, ça va, l'année elle est là, tout va bien. L'année, elle est toujours là. Voilà, et nous sommes heureux, vraiment heureux d'accueillir Madame la députée Sophie Panonac. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Très bien, ravie de me retrouver avec ce duo de choc pour ce 10 ou 11e épisode. Voilà, absolument. Donc, tu es élue de la Gironde, un territoire profondément marqué par la mer, l'estuaire, entre bassin d'Arcachon, littoral atlantique et activités maritimes, qui structure cette économie locale qu'on connaît tant et qu'on aime tant quand on visite notre chère France. Tu es engagée de longue date dans la vie politique et tu portes une ambition particulière aux enjeux du littoral. On en parle souvent toutes les deux. La préservation des écosystèmes marins, l'adaptation au changement climatique, l'érosion côtière, mais aussi le développement économique lié à la mer, qu'il s'agisse de la pêche, du tourisme et de l'innovation maritime. Je voudrais préciser littoral, hexagone et territoire ultramarin, Absolument. évidemment. Tu es élu député, tu as été élu en 2017, puis réélu en 2022, en 2024. Et tu es très investi à l'Assemblée nationale sur les questions maritimes et littorales, comme je disais. Tu es reconnu pour ton implication dans la promotion d'une véritable politique maritime française, intégrant à la fois des enjeux environnementaux, économiques et de souveraineté. Ton parcours illustre un engagement constant en faveur des territoires côtiers, avec une approche concrète, ancrée dans les réalités locales, au plus près des acteurs du terrain. Tu contribues à faire entendre leur voix, la voix des littoraux, dans le débat national, dans un contexte où la mer est plus que jamais un enjeu stratégique. Donc, chère Sophie, ma première question, comme on le fait à chaque fois avec Alain, ou avec John, ou avec Patrice, c'est raconte-nous ton premier souvenir, ton premier contact avec la mer. Alors, je vais un tout petit peu dévier, je vais raconter mon premier et puis mon plus fort, qui est le dernier finalement presque. Mon papa était militaire et quand j'ai eu 8 ans, nous sommes partis vivre au Sénégal. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment découvert la mer en fait. Que nous avons vécu au bord de l'eau, que nous avons pris une pirogue pour aller sur Ngor ou Gorée. Et voilà, je crois que c'est un souvenir inoubliable. Même à 8 ans, j'ai vraiment l'impression que c'était hier. Et ce rapport des Africains, des Sénégalais avec la mer, voilà, cette découverte était vraiment très très forte. Je n'y suis jamais retournée depuis, mais j'espère vraiment pouvoir le faire. Et puis, le tout dernier, eh bien, j'ai eu une grande chance de pouvoir participer à une visite des îles Éparses. Alors, pas toutes, puisque nous avons fait les Glorieuses, nous avons fait Juan de Nova et Europa. Et ces petites îles au milieu de l'océan Indien, c'était absolument incroyable. Et les personnes qui y vivent, elles sont très peu nombreuses et elles n'y vivent pas en permanence. Des scientifiques, des experts et des militaires. Le rapport qu'eux-mêmes avaient avec la mer, qui nous ont fait partager, était là aussi une expérience pour moi absolument inoubliable. Donc voilà, la première et la dernière presque, vraiment les deux très intenses. Et la dernière qui est très symbolique, puisqu'en fait, on est au milieu de l'archipel France. Absolument, c'est pour... Vraiment, oui, tu as raison Nathalie, j'ai découvert l'importance de protéger ce territoire au milieu là, de ce canal du Mozambique. On le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe un peu plus loin. Donc voilà, vraiment une expérience très, très, très enrichissante et j'ai fait des rencontres absolument inoubliables. Alors, on le sait, nous, autour de la table, tu es une femme incontournable quand on parle économie bleue, économie maritime, littoral. Je sais qu'on pourrait parler pendant des heures de ta vision du maritime, de ta vision du littoral. Si on revient sur l'identité du pont du bassin d'Arcachon, de la région que tu connais bien, comment tu le définirais? Alors, ma circonscription, c'est 12 communes, dont 10 qui sont tournées sur l'eau, puisqu'elles sont vraiment toutes installées, si je puis dire, autour du plan d'eau du bassin d'Arcachon. Donc, avec ce lien très fort également avec le bassin, forcément avec notre espace aquatique, si je peux l'appeler comme ça, autant par le tourisme. Nous avons une économie touristique importante grâce au plan d'eau, mais également par rapport aux activités vraiment maritimes. Enfin, le tourisme est une activité, on va dire, indirectement maritime, mais
de par la pêche, l'ostréiculture, nous avons des chantiers navals également, nous avons une économie de la plaisance et du nautisme qui est forte. Donc voilà, toute cette filière est quand même extrêmement présente sur l'ensemble des communes et donc le lien avec le plan d'eau est fort. Et c'est là où je dis toujours, ce lien il est fort, il est important par rapport à notre économie, mais l'économie, elle existe et elle est aussi forte sur le bassin d'Arcachon parce que notre plan d'eau est de qualité et encore préservé. Donc c'est là où il va falloir qu'on soit extrêmement prudent enfin les élus locaux notamment, mais soutenus par les élus nationaux, arriver à conserver cet équilibre entre une économie maritime forte et un environnement, donc notre bassin d'Arcachon, extrêmement sensible, extrêmement fragile, qui nous permet d'avoir, bon voilà, c'est une espèce comment dire, de notions imbriquées De conciliation des usages. Exactement, On a une de vraie conciliation des usages. Voilà, alors j'aurais pu aussi dire, dans le propos liminaire, tu es euh, la présidente et celle qui incarne avec Éric Banel ce qu'on appelle le comité national mer et littoral. Et c'est vrai que toutes ces questions que l'on voit lors de ce comité et auxquelles tu es confronté ici en région, c'est cette question de conciliation de bons usages, parce que tout le monde veut tout finalement. On veut un environnement protégé, on veut penser aux futures générations, mais on a besoin d'emplois, mais on a un trait de côte qui change. Donc, comment tu arrives à articuler avec évidemment des dispositifs que tu mets en place, mais ça ne doit pas être facile tous les jours quand même de concilier tous ces usages entre équilibre, économie, donner de l'envie aux jeunes de rentrer dans des carrières du maritime et des littoraux. Comment on arrive à gérer tout ça, Sophie? C'est toujours la difficulté, effectivement, d'arriver à trouver l'équilibre entre ces différents usages. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est aujourd'hui, maintenant, dans la tête de chacun, c'est le changement climatique, mais pas que le changement climatique, l'accélération de ce changement climatique. Et ça nous pousse de toute façon à nous adapter, à adapter l'ensemble de nos territoires littoraux. Alors, quand je parle de ça, on pense tout de suite à la gestion du trait de côte, mais pas que. Je veux dire, même le tourisme doit aujourd'hui évoluer face à ce changement climatique. La pêche doit évoluer, l'ostréiculture doit évoluer, la plaisance doit évoluer. J'étais à l'Assemblée générale de la FIN il y a quelques jours. On le voit bien, hein, il est difficile aujourd'hui d'avoir une économie par rapport au nautisme et la plaisance à l'identique d'il y a quelques années. Eh bien, c'est aussi parce que les mentalités évoluent, sans doute. Donc, on doit aller vers la décarbonation, l'électrification des bateaux, bien évidemment. Pour vous donner un exemple, sur mon territoire du bassin d'Arcachon, en 2017, quand j'ai été élue, j'avais organisé une table ronde à la station marine et nous avions abordé le sujet d'arrêter l'utilisation des anti-fouling sur le bassin d'Arcachon. On a un plan d'eau qui est quand même pas fermé, certes, mais bon, assez resserré. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, on en reparle à nouveau et je dis tant mieux parce que ça, voilà, on peut continuer à développer la plaisance, le nautisme, mais sans doute d'une manière différente, comme le tourisme, comme le camping. Bon, moi j'ai le plan d'eau et j'ai également de vastes étendues de forêt. Souvenez-vous, il y a 3 ans maintenant, cet énorme incendie que nous avons eu sur la Thèse de Buch, les campings ont brûlé en totalité. Et c'est le moment de réinventer une nouvelle activité touristique, une nouvelle offre touristique aussi. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que nos concitoyens viennent en vacances dans un camping au bord de l'eau, il faut que ce soit les pieds dans l'eau. Si on leur propose autre chose différemment, avec une approche différente, en leur expliquant pourquoi on ne peut plus aujourd'hui avoir un camping au bord de l'eau, eh bien on changera les mentalités petit à petit. Donc je crois que c'est vraiment tous ensemble là où il faut... c'est pas une chance, mais enfin un constat, ce changement climatique est là, l'accélération est là, donc toutes les activités, je pense, de la filière maritime, en grande majorité en tout cas, doivent évoluer en prenant en compte ce facteur important. Et en prenant en compte aussi le changement de trait de côte, puisqu'on a une part de cette économie littorale qui est fragilisée ou qui pourrait être complètement fragilisée. Donc, il faut penser effectivement à son avenir, à son déplacement ou au changement d'usage dans quelques années. Si on se remet sur la France, sur l'archipel France, on le disait tout à l'heure, on est vaste, hein, deuxième puissance mondiale par cette étendue qui est assez incroyable de 11 millions de kilomètres carrés. On le dit assez souvent ici, hein, de Saint-Pierre-et-Miquelon en descendant jusqu'en Guyane, et si on va de l'autre côté,
On peut partir de la Polynésie jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, entre tout ça, il y a eu des îles éparses, il y a eu la Réunion, il y a eu Mayotte. Selon toi, quelle est la priorité stratégique absolue pour valoriser cet espace et cette souveraineté maritime que l'on a? Enfin, les routes maritimes, c'est quand même assez souverain. Là, on est sur une autre dimension. On a parlé côtier, on a parlé littoral. Maintenant, on parle des grands flux, hein. On le sait ici, 7 produits sur 10 en hexagone transitent par un bateau. C'est 100% pour les territoires ultramarins quasiment. L'actualité géopolitique nous invite à en prendre conscience tous les jours, et je pense que les Français le savent maintenant. Donc, selon toi, comment tu renforcerais cette priorité stratégique, ou enfin, quelle est ton approche aujourd'hui de monde de tout ça? Alors, on a encore la chance dans notre pays d'avoir chaque année un CIMER, un comité interministériel de la mer. Et j'y tiens particulièrement parce que je pense que c'est ce qui peut nous donner un cap et qui arrive à identifier effectivement les priorités de la filière maritime dans notre pays. On attend le prochain, je croise les doigts, j'espère qu'il y en aura un. En tout cas, je serai une fervente défenseur du prochain CIMER avec des propositions que je ferai en tant que présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Je pense que, tu l'as résumé, Nathalie, on a intérêt à mettre l'accent sur le développement de notre flotte stratégique. Au vu du contexte international, c'est une priorité. Mon collègue Yannick Schoenvar avait rendu un rapport extrêmement intéressant. Il faut qu'on ait une stratégie globale par rapport à cette flotte stratégique. Ça a vraiment du sens, on le voit bien par rapport au transport, aux routes maritimes, également au développement des ports, parce que l'un ne va pas sans l'autre finalement. Renforcer nos grands ports maritimes, et peut-être les autres aussi, mais pas que des grands ports maritimes. Je crois que tout ça est vraiment, s'il fallait avoir une priorité, s'il fallait vraiment, c'en est une pour moi. Et la deuxième, ça serait la gouvernance des océans, malgré tout. On voit aussi l'appétence de certains pays pour des minerais, pour différentes énergies, ressources énergétiques. Donc, là aussi, arriver à s'organiser mieux, à être en cohérence au niveau français bien sûr, mais au niveau européen, être fort et s'assurer que l'on ne fera pas n'importe quoi sur l'ensemble de l'océan, si on devait parler d'un océan. Alors, si on reste évidemment sur cet océan, sa protection, la sécurité en mer, et puis la gouvernance maritime. Avant de passer tout à l'heure la parole à Alain, moi j'avais une question. Je sais que tu travailles sur les enjeux de sécurité en mer, avec un projet de loi en préparation, on en a parlé il y a quelques minutes. Quelles sont tes grandes priorités, ou les grandes priorités que devrait avoir la France d'ailleurs, et les évolutions concrètes attendues par les usagers de la mer et par l'ensemble des Français qui circulent chaque année sur les plans d'eau? La prévention, c'est un enjeu clé, et moi j'aimerais bien t'entendre sur la sensibilisation, les projets de loi et les moyens opérationnels et humains. Alors, tu as raison, ça me tient particulièrement à cœur parce que vous vous souvenez qu'il y a un peu moins d'un an, on fêtera ce triste anniversaire le 21 mai prochain, la mort du petit Benjamin Manot, 8 ans, percuté par un marin-pêcheur qui avait consommé des stupéfiants. Suite à ce tragique accident, je me suis engagée auprès de ses parents à mener ce combat. C'est-à-dire qu'à ce jour, les forces de sécurité en mer ne peuvent pas contrôler les plaisanciers sur l'alcool ou les stupéfiants, et ne peuvent pas contrôler les professionnels sur l'usage de stupéfiants. C'est quand même un vide juridique absolument énorme. J'avais déjà alerté le ministre de l'Intérieur en 2021. Il devait y avoir une suite, il n'y en a pas eu, donc c'est en cours maintenant. Le texte est prêt. Tous les ministères concernés sont... on va dire, quasi raccord sur ce texte. Il faut qu'il sorte, il doit sortir là. Il doit être présenté au Conseil des ministres dans quelques jours, en tout cas je l'espère, j'y veillerai. Il s'agit donc de pouvoir permettre aux forces de sécurité de contrôler d'éventuelles infractions. Il s'agit de créer un homicide en mer, à l'instar de l'homicide routier que nous avions fait adopter il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, suite aussi à un tragique événement. Permettre la suspension du permis mer, et je dirais, moi j'irai plus loin, à partir du moment où on perd son permis mer, on perd son permis route, et vice-versa, parce que si quelqu'un est arrêté positif à l'alcool, on peut bien imaginer qu'en mer ou sur la route, ça sera la même chose. Et également la rétention de l'engin nautique, la possibilité donnée aux forces de sécurité de récupérer le scooter ou le bateau ou je ne sais quel autre engin. Ça,
c'est extrêmement important. J'ai eu le soutien du président de la République, que j'avais alerté sur ce sujet. Il m'a personnellement répondu en me disant que, suite à effectivement ce tragique drame, il apportait tout mon soutien et il veillerait à ce que son gouvernement apporte une réponse positive le plus rapidement possible. Voilà. Donc, ça sera l'actualité, je l'espère, du printemps, de l'été, au pire de l'automne, mais il faut que nous avancions sur ce sujet. Et puis, quant à la sensibilisation, tu disais, bah oui, il faut continuer, effectivement. Je pense qu'on pourrait peut-être renforcer la sensibilisation dès le passage du permis bateau, hein, sur les risques en mer, sur également les atteintes possibles à l'environnement. C'est déjà en cours, on peut l'améliorer, on peut renforcer ce volet-là, qui est trop modeste, à mon avis, au niveau des bateaux, au niveau des permis. On peut peut-être aussi faire passer des messages dans les capitaineries, enfin que les capitaineries plutôt soient un peu plus engagés à faire passer certains messages lors de notamment la saison haute, et puis nos forces de sécurité qui vont sur l'eau, hein, qui sont là pas uniquement pour contrôler, font déjà eux-mêmes de la prévention, et je pense que ça c'est important, c'est aussi des bons conseils à donner à l'ensemble des marins de l'année, mais surtout on le sait bien sur la saison touristique, où on a peut-être des marins moins avertis, donc ceux-là sont sans doute à sensibiliser en priorité. Ensuite, on va parler un peu qualité des eaux côtières, Oui. avec ton autorisation, Nathalie. Ah bah, Alors, Sophie, on va se tutoyer parce que Ouais. tu es adhérente à l'ANEL. Et on se connaît Et depuis donc, bien longtemps. On va faire ailleurs, donc on va pas faire semblant. Non. Et donc là, le sujet de la qualité des eaux côtières, qui est un sujet sur lequel tu es particulièrement mobilisé, et qui est important aussi évidemment pour les littoraux dans leur ensemble, parce qu'on a déjà beaucoup parlé d'équilibre tout à l'heure par rapport aux activités et à la préservation, hein, ces deux piliers sur lesquels la loi littorale d'aujourd'hui est appuyée, dont il faudra un peu muscler le côté développement, mais aussi finalement sur lequel s'appuie la vie au quotidien pour les collectivités des littoraux qui sont à l'ANEL, mais pour les habitants de manière générale. Et sur ce point-là, sur cet enjeu majeur qu'est la qualité des eaux côtières, notamment pour des activités comme la conchyliculture, mais aussi le tourisme, qui sont quand même des activités emblématiques, identitaires et aussi économiquement fortes. Hein. Le tourisme est une grosse activité pour notre pays. Quel est ton avis sur les actions prioritaires qu'il faudrait engager pour faire en sorte justement de retrouver cet équilibre sur cet aspect particulier, les qualités des eaux côtières, qui ne soient pas non plus des règles qui soient totalement privatives d'activités sur ces territoires-là? Bien sûr. Alors, mon engagement sur ce point précis est un peu plus récent, il a démarré avec la crise du norovirus en fin 2022, hein, pour les 2022-2023. Nombreux territoires ont été impactés, et donc filière conchylicole, principalement sur le bassin d'Arcachon, où la vente a été arrêtée plusieurs semaines, et ça a été un moment extrêmement difficile pour l'ensemble de la filière. Donc, suite à ça, avec Philippe Legal, le président du Comité national de la conchyliculture, nous avons rédigé un rapport après de multiples auditions qui nous ont amenés à présenter 18 propositions, dont une, puisque c'est de là que venait la crise du norovirus, principale, si je puis dire, c'est mettre en place un véritable plan Marshall sur les réseaux d'assainissement. Aujourd'hui, on voit bien, hein, partout sur nos territoires, les temps de taux cette année, et puis la Bretagne, la Normandie, ils sont tous touchés. On a besoin vraiment d'une grande rénovation de ces réseaux, d'un redimensionnement. Tu le disais, Alain, il y a des moments où la pression touristique, en tout cas la pression démographique, est tellement forte que ces réseaux ne sont plus dimensionnés par rapport au nombre de personnes. Et puis, parce que les pluies sont de plus en plus aussi importantes, eh bien, on arrive à une saturation, un mélange des eaux. Enfin, bon, voilà, ce n'est plus possible. Donc, ce plan Marshall des réseaux d'assainissement me paraît absolument indispensable. Nous avions proposé également l'amélioration du traitement virucide, si je ne me trompe pas, à la sortie justement des stations, et notamment proche des zones sensibles. C'est important aussi pour ne pas déverser n'importe quoi et pour protéger notre environnement. Une autre proposition qui me semble, qui est un peu liée à ce que je viens de vous présenter, qui est zéro rejet dans les eaux côtières. Je crois qu'il faut qu'on se fixe cet objectif pour améliorer la qualité des eaux. Alors, qualité des eaux pour la filière économique, bien évidemment, conchyliculteurs, pêcheurs, mais tu le disais aussi, pour simplement les personnes qui viennent profiter du tourisme. On ne peut pas imaginer que les eaux de baignade soient aussi impactées par n'importe quel microbe, bactérie ou je ne sais quoi. On a besoin d'assurer, c'est aussi la sécurité des personnes, hein, d'assurer la bonne qualité des eaux pour cela.
Et par rapport à l'agriculture, je pense qu'il y a quelque chose, alors moi sur le bassin je suis un peu moins concernée, mais une proposition qui était un peu forte, notamment à proximité des eaux de baignade, c'est interdire l'épandage à moins de 500 mètres des eaux de baignade. Également, on voit en Bretagne l'impact de l'agriculture sur les eaux avec le développement de certaines herbes, donc algues, pardon. Donc voilà, il y a ça, il y a d'autres mesures, mais je pense des mesures un peu fortes et on pourra en discuter le 23 juin prochain à La Rochelle dans le cadre des premières assises nationales de la qualité des eaux côtières avec des professionnels, avec des scientifiques, avec des élus. C'est la première fois que tous ces acteurs seront ensemble pour, là encore, pas pour dire ça c'est pas bien, pour dire voilà ce qui se passe, voilà où on en est aujourd'hui, comment ensemble on peut améliorer ça dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt des professionnels, dans l'intérêt des professionnels de la conchyliculture, de la pêche, des professionnels du tourisme, dans l'intérêt des élus. On préfère avoir des plans d'eau de qualité. Voilà mon engagement, il est là et j'ai grand espoir. En tout cas, l'engouement pour ces assises est très fort. Donc, rendez-vous le 23 juin à La Rochelle. On y sera, on le note dans nos tablettes. Il y a un autre sujet qui te tient à cœur. En tout cas, on s'est connu pour ce sujet-là la première fois, je crois, que la fête de la mer et des littoraux. D'ailleurs, il y a des littoraux, donc ça n'a pas des liens. Ça plaît bien à l'ANEL. Ça plaît bien à l'ANEL, exactement. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as initié. Ça va être la 8e édition cette année qui en approche, après une année de la mer et une édition un peu particulière déjà l'année dernière. Mais de manière générale, est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'objectif de cet événement et pourquoi il est aussi important aujourd'hui, justement, par rapport à cette volonté de maritimiser les esprits? Alors, cette idée, elle est apparue à la fin de l'évaluation de mon rapport sur la loi économie bleue. C'était 2018, début 2018. J'ai démarré finalement dans le maritime grâce à ce rapport, en me disant, j'ai rencontré des personnes incroyables, passionnées, passionnantes, mais qui restent tout le temps entre elles, quoi. Et là, eh bien, l'idée est venue de faire un mix entre la fête de la musique, extrêmement ludique, et les journées du patrimoine, extrêmement pédagogiques, de mélanger les deux, voilà, hop, de faire une petite salade, et ça a donné la fête de la mer et des littoraux. Une salade de la mer, peut-être. Donc voilà, c'est vraiment, là aussi, de manière très sérieuse, avec, encore une fois, nous sommes avec des scientifiques, avec des élus, avec des professionnels, de nombreux acteurs de la mer, essayer d'ouvrir cette filière, d'ouvrir ces sujets le plus largement possible et d'en faire profiter les Françaises et les Français qui les méconnaissent, qui viennent en profiter au mois d'août sur les littoraux pour bronzer ou pour se baigner, mais il n'y a pas que ça. Vraiment les sensibiliser d'abord aux enjeux de la protection de l'océan, ça me tient particulièrement à cœur, mais de leur faire découvrir aussi toute cette filière maritime. Donc depuis 8 ans, on essaie chaque année de se développer un peu plus. Cette année, on a beaucoup de chance puisque c'est en plus les 400 ans de la Marine nationale. Donc on met à l'honneur la Marine nationale, qui est un acteur majeur du maritime, avec l'amiral Vaujour, qui est notre parrain. Et on continue à mettre à l'honneur la science parce que je suis très attachée, avant l'UNOC, mais encore plus après l'UNOC, à tout l'aspect scientifique. Là encore, à valoriser la parole des scientifiques. La parole des scientifiques, c'est pas une opinion, ce sont des faits. On en fait ce qu'on veut derrière, mais enfin, on ne peut pas les remettre en cause. Et ça, j'y tiens particulièrement. Donc, nous aurons comme marraine Marina Lévy, qui vient d'ailleurs de sortir un livre avec Olivier Poivre d'Arvor. Voilà, donc une édition extrêmement riche, avec une belle soirée de lancement, avec des villes escales, puisque de plus en plus, et je remercie l'ANEL pour son implication, puisque de plus en plus de villes du littoral s'inscrivent dans ces étapes, dans ces villes escales, et on en est ravis. On va en avoir un grand nombre cette année. Et qu'est-ce que j'oublie sur la fête de la mer et des littoraux? Les dates? Les dates. Alors ça, on démarre le 5 et 6 juin sur Paris. Pas que, mais notamment sur Paris, avec... Beaucoup de littoraux sur Paris. Mais la mer commence partout, à Paris, à la montagne, voilà. On peut pas en parler que dans les littoraux, donc je suis ravie de ce week-end parisien accueilli par le musée national de la Marine, pour... alors, je vais pas vous le dire tout de suite, ce sera un scoop dans quelques jours, mais nous allons lancer un projet assez sympathique, et là encore grand public, qui va permettre à chacun de mesurer son impact personnel sur la pollution des océans. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus dans quelques temps. On rappelle,
cette fête, c'est aussi des escales. Alors, Oui. combien d'escales cette année Oh là là, on est en train de les... Alors, il y a eu les municipales, ça nous a un petit peu... on est sur quoi, une quinzaine, vingtaine? Oh, facile, oui. Oh, oui, on aura une belle vingtaine d'escales partout sur l'Hexagone, la Corse et les Outre-mer. N'oublions rien. Un petit clin d'œil à notre président de la MEL, en passant par la Corse. C'est bien, il fait le président, si vous nous écoutez. Et ben, c'était très bien parce que l'idée était de savoir justement de manière plus générale, au-delà de la seule fête de la mer et des littoraux, comment on pouvait un petit peu impliquer ou aller toucher les jeunes générations. Tu l'as déjà finalement un petit peu évoqué avec ces outils ou ces scoops qui vont être mis en œuvre. Est-ce que là-dessus, tu as une vision encore un peu plus générale ou d'autres, des objectifs ou des moyens auxquels tu penses qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement toucher ces jeunes générations qui sont notre avenir et à qui on laissera la planète demain? Je pense qu'il faut développer un gros partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est important. On a des lycées de la mer dans notre pays, on a des lycées maritimes également. Éducation nationale et Affaires maritimes ne dépendent pas du même ministère. Mais on a aussi des établissements généraux, des classes de 3e, des lycées généraux, seconde, première, terminale, dans lesquels on ne propose pas, on ne présente pas, ou en tout cas mal, à nos jeunes les filières maritimes, parce qu'elles ne sont pas, à part pêcheurs ou conchyliculteurs, pardon, sur le bassin d'Arcachon, on ne présente pas grand-chose d'autre. Et je pense que là, il y a un... On ne pourrait pas ne pas aller plus loin, c'est-à-dire que Parcoursup, parce que c'est Oui, quand même... bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Ça se prépare pas, je dirais, quelques mois avant de faire ses vœux. Donc, est-ce que dès le collège, dès l'entrée du collège, on a encore cette insouciance? On peut imaginer que nos jeunes qui n'ont pas 10 ans rentrent dans la grande école, si je puis dire. Pour eux, c'est important. Et à ce moment-là, que ce soit d'ailleurs pour le maritime ou pour d'autres filières, il ne faut pas les lâcher, les enfants, à ce moment-là. Mais je pense que oui, tu as raison. Et puis, ça existe toujours, les forums de présentation des métiers. Et, bon, voilà, c'est sans doute... des partenariats aussi. Les petits stages d'accueil des enfants de 3e, des stages maintenant d'enfants de seconde, puisque ça existe depuis 2 années, je crois. Donc ça, c'est aussi sans doute un effort à faire de la filière maritime, aller vers l'éducation nationale, aller vers ces jeunes pour faire connaître la richesse des métiers du maritime. C'est énorme, c'est énorme. Personne ne les connaît. Grand public, je parle. Oui. Pardon, grand public. On a fait une petite estimation il y a quelques semaines. Et en fait, le maritime et le tourisme littoral dont tu parlais, ça représente 3 millions d'emplois, en fait. Ah oui. Donc, ça veut dire que c'est de l'espoir. C'est de l'espoir pour un jeune, pour quelqu'un qui est en transition professionnelle, pour une deuxième ou troisième partie de carrière, parfois. Bien Donc, sûr. c'est 3 millions d'emplois. Nouvelle carrière, tu as raison, il y a aussi des partenariats qui ont été mis en place. Moi, j'ai participé sur le bassin d'Arcachon à la semaine de l'emploi maritime avec France Travail. Mais ça marchait super bien. Des gens qui étaient en reconversion ou des accidents de vie professionnelle, etc. Et qui se disaient pourquoi pas entrer dans une filière maritime, dans un métier de la mer. Ça fonctionnait pas mal. Donc, On refait ça aussi. appel à France Travail parce qu'il y a eu effectivement ce que tu disais, la semaine du maritime qui a été abandonnée, il faut le dire. Donc, on est en train d'essayer de regarder entre nous, mais aussi évidemment avec toute la communauté, pour que cette semaine du maritime et des littoraux, du tourisme littoral puisse revenir en 2027 parce que, comme je disais, il y a trop d'emplois, trop d'enjeux. Mais ça a du sens, hein, ça fonctionnait bien, franchement, ça fonctionnait bien. Salut à toutes les collectivités locales littorales qui ont mis en place des forums des métiers du maritime, commencé à mettre ça. Et ça, effectivement, à chaque fois, ça remporte plutôt un bon succès. Donc, autant institutionnaliser, je suis quoi. Passons aux jeunes. Alors, dans cette petite émission, Sophie, on laisse la place à un jeune ou une jeune. Alors aujourd'hui, On est vieux, nous. C'est vrai. C'est pas vrai que pour moi. Je suis désolée alors. Donc, on va te présenter Marine. Marine qui est donc étudiante, qui termine ses études au CELSA, École de communication, et qui adore le maritime. Ah, voilà. super. Et donc, Ça fait plaisir. voilà. Et on va accueillir Marine pour quelques questions. Merci. Allez. Bonjour Sophie Panonac, merci pour ce temps de questions. Alors ma première question porterait sur le recrutement. Les métiers de la mer peinent à recruter, notamment parmi les jeunes. Selon vous, est-ce un problème d'image, de conditions de travail ou de reconnaissance économique ? Alors, ça revient un petit peu à ce que je pouvais dire tout à l'heure. Je crois qu'il faut faire découvrir davantage aux jeunes les différents métiers de la filière maritime, tout simplement. C'est juste une méconnaissance. Je ne pense pas, il n'y a pas d'a priori sur ces métiers. Alors si vous parlez de pêcheurs, les jeunes vont vous dire « Oh là là, c'est dur, c'est risqué ». Oui, c'est dur et c'est risqué, c'est évident. Mais ça peut être aussi un formidable métier. Mais on ne vient pas que pêcheur. Donc,
favoriser la connaissance, développer la connaissance des métiers du maritime auprès des plus jeunes. Et comme le disait la présidente du cluster, vraiment auprès des plus jeunes, je pense que c'est dès la 3e, dans le cadre de stages, dans le cadre de forums, qu'on peut donner envie d'aimer les métiers de la mer, autant pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes, sans problème. Là aussi, il ne faut pas démarrer cette acculturation au métier de la mer en se disant c'est genré, c'est réservé aux jeunes hommes. Certainement pas. Je pense que là, quel que soit le métier, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes pêcheurs, de femmes ostréiculteurs, j'en ai et je les salue sur le bassin d'Arcachon qui sont extraordinaires, mais dans d'autres métiers aussi, dans les chantiers navals. Donc il ne faut pas partir sur des a priori, parce que sinon on va devoir, comme dans plein d'autres métiers, mettre encore des années à rattraper l'égalité. Donc vraiment là, sans a priori, inviter les jeunes femmes et les jeunes hommes au moins à découvrir. Après, chacun fera son choix. Très bien, parfait, parce que ça mène à ma deuxième question, qui est sur la féminisation du secteur maritime. Donc en fait, on sait qu'il reste pour l'instant très majoritairement masculin. Quelles initiatives pourraient, selon vous, encourager davantage de femmes à s'engager dans ces métiers et à évoluer durablement? Alors, je crois qu'il y en a qui s'y engagent. J'en ai parlé il y a peu de temps, justement, avec un officier de la Marine nationale. On voit le nombre de femmes, si je prends cet exemple précis, la Marine nationale, le nombre de femmes augmenter, s'engager dans la Marine nationale. Ça, c'est une réalité. Sauf que quand on parle d'égalité au niveau entrepreneuriat, économique, etc., on ne peut pas parler que de nombre. C'est-à-dire que je lui disais, oui, mais quand nous aurons des officiers féminins autant que des officiers. Alors ça, c'est simplement mathématique. Hein. À partir du moment où elles commencent à s'engager, eh bien, il va falloir effectivement quelques années pour qu'elles arrivent au poste. Mais en tout cas, ça, c'est en cours. Au niveau des armées, et je parle de Marine nationale, sur l'armée de l'air ou l'armée de terre, on est sur cette progression. Donc, quand on donne la possibilité aux jeunes femmes d'intégrer différents secteurs, eh bien, ça fonctionne. L'armée en est l'exemple. Après, il y a toujours la loi. Et la loi, elle est là pour imposer les choses. Alors, certains trouvent à en redire. Eh bien, moi, je trouve qu'on doit encore aller plus loin parce que la loi oblige, et on a voté un certain nombre de lois. En 2018, c'est choisir son avenir professionnel avec l'index égalité femmes-hommes, ce qui oblige les entreprises à recruter des femmes. Également, en 2020 ou 2021, je crois, on a avancé sur le sujet des femmes entrepreneurs. Et la BPI, notamment, s'est engagée à porter au statut d'entrepreneur au moins 40% de femmes d'ici 2027. Donc la loi, c'est un moyen aussi d'arriver à cette égalité femmes-hommes. C'est très important. Et puis après, eh bien, il y a aussi la volonté, notre volonté, la volonté des jeunes femmes et des femmes. Je crois qu'on s'auto-censure à certains moments. Et c'est sans doute en portant ces messages en disant « Mais non, mesdemoiselles », et je vais souvent, moi, dans mon lycée de la mer, où il y a des sections scientifiques, en disant aux jeunes femmes « Mais vous êtes aussi douées en sciences que les jeunes hommes, donc ne vous auto-censurez pas. Allez continuer dans des études supérieures sur ces domaines scientifiques ou autres pour pouvoir faire de belles carrières qui aujourd'hui semblent fermées. Elles ne sont pas forcément toutes fermées. Je crois que c'est nous aussi qui ne nous donnons pas les moyens d'y accéder, alors qu'on en est largement capable. Vous en êtes, mademoiselle, et d'autres largement capables. Donc voilà, c'est des secteurs qui aujourd'hui font qu'on arrivera petit à petit à l'égalité. C'est la loi qui vient aider et puis c'est nous, prendre un peu aussi de force et se dire, nous aussi on y va et on perce le plafond d'air. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Avec plaisir. Merci Sophie. Alors on arrive presque au terme de cet entretien. Alors, avant de conclure, moi j'avais une petite question. Qu'est-ce que c'est qu'une femme engagée en politique ? Je voudrais continuer. Quel est ton regard sur l'accès aux femmes ? Alors tu en as parlé avec Marine, mais c'est vrai que quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans pour ma part, je l'assume. Moi aussi. Comment on a réussi à évoluer dans le milieu politique, dans le milieu maritime, au-delà des conseils qu'on peut donner aux jeunes, quel message tu as envie de porter ? Est-ce que les femmes doivent porter un peu plus la parole aujourd'hui ? Est-ce qu'elles la portent suffisamment ?
Alors moi, quand j'ai été élue en 2017, ça a été pour moi une sacrée expérience en me disant: «Waouh! Eh bien maintenant c'est parti, c'est pas rien et il va falloir que je trouve ma place». Bon, je crois qu'à force de travail, de volonté, de soutien, le soutien est important quand on est une femme. On a besoin aussi de ce soutien parce que je le disais tout à l'heure, on manque un peu de confiance en soi. Donc le soutien de sa famille était extrêmement important et avec tout cela, on arrive à faire sa place, on arrive, alors en ce qui me concerne, à choisir ses sujets, peut-être moins politiques parce que cela me convenait mieux, plus concret et plus salé en plus, enfin bon. Et on avance de cette manière. Donc moi, ce que je dis à toutes les jeunes filles aujourd'hui, c'est ça, c'est entourez-vous des personnes qui vont vous aider, prenez confiance en vous, gardez confiance en vous, malgré tout ce que l'on va pouvoir vous dire pendant votre carrière, qu'elle soit privée, publique, politique ou autre, parce que malgré tout, il y aura toujours de bonnes âmes pour vous dire qu'ils ont meilleur que vous, qu'ils ont plus fort que vous. Voilà, ça c'est évident. Mais une fois qu'on est sur sa route, qu'on bosse, hein, c'est reconnu qu'on bosse beaucoup plus que les messieurs. Dis rien, Parce que justement, moins confiance en nous, donc on a besoin de redoubler d'efforts pour avoir plus d'assurance. Mais après, ce qui est important, c'est de rester tel qu'on est. Moi, quand j'ai démarré en 2017, je me souviens d'une première réunion publique, c'était avant d'être élue, pendant la campagne. J'avais expliqué d'où je venais, mes origines, et j'avais dit, mais je ne sais pas quand j'arrêterai ma je ne vais pas dire carrière, parce que je crois que la politique n'est pas un métier, mais cette fonction, quand je ne serai plus députée, à la fin du dernier jour de ma députation, je serai la même que le jour où j'ai... Voilà. Et je crois que ça, c'est important de conserver vraiment, de ne jamais oublier d'où on vient et de porter nos propres valeurs. Et après, il faut avancer. Chacun ses qualités, mais je crois qu'il faut avancer comme on est. Merci, merci Sophie. Alors pour conclure, quel est le message que tu voudrais porter aujourd'hui à toute la communauté du maritime, l'unité du cluster, soit marin, scientifique, jeune, moins jeune, entreprise, État en mer. Quel est le message que tu voudrais leur donner Je crois que on est très nombreuses et nombreux à être extrêmement inquiets par l'actualité, parce que ce qui se déroule à l'international autour de nous, très proche de nous et un peu plus loin, et leur dire que je continuerai à soutenir cette filière autant que je peux, à mon niveau, et ça ne fait pas tout, être élu en termes de soutien, mais c'est extrêmement important parce que nous sommes sur des moments décisifs où la filière maritime a toute sa place à prendre. Il faut que les Françaises et les Français réalisent que c'est une filière stratégique, on le voit bien, on l'a vu pendant la période du Covid, déjà, et là encore plus. Donc, au niveau économique, en tout cas, il faut être extrêmement conscient de l'importance pour la France de notre filière stratégique. Je poursuivrai le soutien que je peux lui apporter, encore une fois. Et pareil, par rapport à l'océan, mais ça fait partie aussi de la filière stratégique. Voilà, attention à la gouvernance et attention à ce qu'on fait de cet élément tellement important, à la fois pour l'économie, mais à la fois pour simplement la survie de la planète. Merci Sophie, merci de faire partie des femmes et des hommes qui nous soutiennent, qui nous représentent à l'Assemblée nationale et dans d'autres réunions, dans d'autres comités. Merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous deux.